Bonjour Anne-Dauphine, bienvenue aux Arènes du Savoir. Vous êtes auteure et journaliste et on vous a découverte il y a près de 10 ans avec votre premier récit, De petits pas sur le sable mouillé, qui raconte votre témoignage de la découverte de la maladie incurable de vos 2 filles et de leur accompagnement. C'est un livre que vous aviez écrit pour votre famille et pour leurs frères et sœurs et qui finalement a été publié et a touché, je crois, près de 200 000 lecteurs. Comment est-ce que vous avez vécu ce passage d'un drame familial et intime à cette exposition publique, à cette médiatisation? Est-ce que ça vous a aidé ou est-ce qu'au contraire, ça a été plutôt difficile pour vous? Alors, j'ai pas du tout écrit ce livre dans le but de faire ma thérapie. Je l'avais fait autrement. Je pense que sinon, ça aurait été illisible si j'avais confié tout ce que j'avais vécu au moment où je le vivais. Non, c'est vraiment, je l'avais écrit d'abord pour raconter cette histoire familiale à mon dernier fils qui est né après la mort de sa sœur, et puis pour qu'il voit le chemin qu'on avait parcouru, un chemin qu'on aurait préféré ne jamais entreprendre, mais voilà, qu'on a pris en famille, et je trouvais ça intéressant quand même qu'il voit comment on peut se trouver le bonheur ou trouver une façon de s'épanouir dans la vie malgré les grands drames que l'on traverse. Et puis j'ai pour plusieurs raisons décidé de le publier. Je pensais le publier pour aider des gens dans des situations similaires à la nôtre, confrontés à la grande épreuve. Et j'ai été très désarçonnée au début par le succès qu'a rencontré le livre. J'en ai été très heureuse, bien sûr, mais ça m'a un peu déboussolée. Je me suis demandé ce qui faisait le succès de ce livre qui, normalement, devait rester assez intimiste. Et finalement, j'ai compris qu'on touchait là quelque chose de très universel, qui était le chacun confronté à l'épreuve, quelle qu'elle soit. Ça peut être la très grande épreuve comme nous, ou une épreuve plus commune, on va dire, mais qui est quand même une épreuve à vivre. Et ça m'a beaucoup portée parce que j'ai eu plus de merci que de bravo, en fait, à la lecture de ce livre. Et ça m'a permis de faire des belles rencontres et d'avancer moi aussi sur ce chemin et de réaliser d'autres choses ensuite. Et alors, dans ce livre, vous expliquez que finalement, ce qui vous a aidé à tenir face à l'insurmontable, c'est vraiment d'avancer pas à pas et de vous poser la question, non pas du pourquoi ça nous est arrivé à nous, mais du comment faire, et que vous êtes aussi inspiré de Thaïs qui vivait comme souvent les enfants dans l'instant présent. Et vous aimez citer cette phrase du professeur Jean Bernard, quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous ajoutiez de la vie au jour? Ça, c'était une grande question parce que c'est une phrase qui m'est venue à l'esprit tout de suite au moment de l'annonce de la maladie de Thaïs, qui était une épouvantable mauvaise surprise, on s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai qu'au lieu de me poser la question du pourquoi, j'ai eu la chance de m'orienter tout de suite vers le comment, ce qui m'a évité de perdre la tête, je pense. Et j'avais cette phrase, donc, ajoutée de la vie au jour, que je trouvais belle, qui me donnait un chemin à suivre, mais je voyais pas comment le concrétiser, si ce n'est en faisant des choses extraordinaires au quotidien, en remplissant la vie de Thaïs de choses, d'une espèce de boulimie de vie, en concentrant ces 3 années et que 3/4 de vie, comme si elle en avait vécu 50. Et j'ai réalisé que c'était pas du tout ça, ajouter de la vie au jour, c'est tout simplement vivre l'instant présent. C'est d'une très grande simplicité. Je suis étonnée d'ailleurs de voir que quand on est très bouleversé comme ça, on revient à des choses fondamentales inscrites en nous. J'ai rien inventé, j'ai rien découvert d'extraordinaire, j'ai juste redécouvert ce qui nous anime, c'est que le temps de l'homme, c'est le présent. Et c'est d'être incarné dans ce qu'on fait à l'instant T. Ajouter de la vie au jour, c'est vivre chaque instant comme il est, avoir la capacité de le vivre dans les larmes quand il est triste et de le vivre joyeusement s'il est joyeux. Je crois qu'on a fait ça tout simplement, et surtout en évitant de se projeter, enfin, on prépare le lendemain, mais sans s'y projeter réellement. C'est-à-dire que ce qui nous concerne, c'est ce qui se passe maintenant. Et tout à coup, on est allégé d'une grande somme de peur, parce qu'il y a beaucoup de peur dans le futur, et d'une grande somme d'inconnus qui finalement nous déboussole, et on se dit qu'on est bien là où on est à l'instant où on l'est. 2 ans après, je crois, vous avez publié une journée particulière, donc qui raconte heure par heure le jour où Thaïs aurait eu 8 ans, et Azilis, votre seconde fille, approchait de ses 6 ans. Et vous racontez beaucoup aussi l'accompagnement d'un enfant handicapé. Et je trouve que vos 2 livres sont aussi un hommage aux soignants et aux aidants, qui restent souvent dans l'ombre, même si dernièrement on en a plus entendu parler. Est-ce que parmi la cohorte de soignants que vos filles ont rencontrés, vous avez le souvenir d'une rencontre ou d'une aide qui vous a particulièrement marqué? Alors la cohorte, le terme est exact, parce que quand on approche des pathologies aussi graves, on a tout d'un coup plus de médecins autour de soi que de gens dans sa famille.
c'est impressionnant. C'est des gens qui rentrent dans votre vie, qui font partie de votre quotidien, dont les avis, les décisions dépendent et finalement que à travers la maladie. Oui, j'ai été très frappée. D'abord, c'est compliqué de s'approcher des soignants comme ça. C'est compliqué parce nous sommes les parents, nous sommes chargés d'une autorité, d'un projet de vie pour l'enfant. Et on fait tout à coup équipe avec des médecins qui ont un savoir que nous ne possédons pas. Et je trouve qu'au début, on a un peu de mal à s'ajuster, à comprendre leur vocabulaire, à comprendre qu'on avait un intérêt commun, c'était le bien-être de notre enfant, pas la guérison en l'occurrence, et ce qu'il fallait aussi que le médecin accepte, mais le bien-être et la belle vie de notre enfant, quelle qu'elle soit. Et du coup, on a presque signé un pacte avec eux en disant, écoutez, on va mettre chacun nos compétences ensemble et pour que Thaïs soit la plus heureuse possible et que nous aussi, vous médecins et nous parents, nous soyons le plus épanouis possible dans cette aventure. Oui, moi j'ai été très touchée par d'abord leur grand professionnalisme et je me suis dit qu'on a la chance d'avoir des soignants en France qui sont de grands professionnels et par aussi leur humanité qui n'est pas toujours mise en avant et qui peut encore beaucoup se développer. J'ai trouvé beaucoup d'humanité auprès des infirmières et des aides-soignantes. Beaucoup d'humanité, peut-être parfois de femme à femme aussi, tout d'un coup qui ne se concentraient pas uniquement sur la maladie et sur la difficulté, mais qui ouvraient le champ de la relation aussi à deux femmes qui se rencontrent, moi qui souffrais en l'occurrence ou qui arrivais à l'hôpital dans un état compliqué, et elle qui avait cette expérience aussi et qui pouvait m'accompagner, soit en me détournant, en me parlant d'autre chose ou quoi que ce soit, soit en accompagnant avec beaucoup de délicatesse. En 2017, alors vous avez quitté la plume pour passer derrière la caméra et vous avez réalisé un film documentaire et les Mistral gagnants qui lui aussi a rencontré un très grand succès, je crois 250 000 spectateurs. Et là, vous suivez 5 enfants âgés entre 6 et 9 ans qui, chacun d'entre eux, souffre d'une maladie incurable, mais vraiment dans leur vie quotidienne. Et on est vraiment frappé par la force vitale de ces enfants, leur joie de vivre. Et puis on les voit dans leurs amitiés et tout ce qui les relie à l'enfance. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a frappé dans ces rencontres et surtout qu'est-ce qui relie tous ces enfants malgré la diversité de leur situation, qu'elle soit sociale ou de leur maladie ou de leur histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre eux? Oui, ce qui y a de commun entre eux, ce qui est de commun entre tous les enfants du monde, l'universalité de l'enfance en fait, de cet esprit d'enfant qui m'a beaucoup frappée. Quand on a accompagné Thaïs et Azilis dans leur maladie et dans leur vie, moi j'ai été époustouflée par mes filles, parce que je me suis projetée à leur place en disant mais si j'étais malade, petite, est-ce que j'aurais toujours le goût de la vie, est-ce que je serais capable d'apprécier, de continuer à être heureuse, etc. Et j'ai remarqué, sans angélisme aucun, parce qu'elles ont aussi beaucoup souffert et leur vie a été difficile, mais qu'elles sont restées des petites filles, des petites filles qui jouaient au jeu de petits enfants, en intégrant aussi la maladie, la souffrance et tout ce que ça engendrait. Et j'ai d'abord, dans un premier temps, pensé que mes filles étaient extraordinaires, qu'elles étaient hors du commun, qu'elles avaient cette capacité de forme de ce qu'on appelle la résilience, j'aime pas trop le terme, mais de continuer à apprécier la vie en toutes circonstances. Et puis j'ai réalisé que c'était pas seulement mes filles, mais que c'était vraiment le propre de l'enfant. Cette capacité de vivre l'instant présent qu'on évoquait au début, c'est très naturel chez l'enfant. L'enfant, il vit tout de suite, il vit maintenant. Demain, c'est une projection qu'il envisage, il se dit qu'il va être pompier ou je ne sais quoi demain, mais c'est très abstrait. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe à l'instant T. Et il est capable de vivre en vérité ce qui se passe à l'instant T. Et dans ce film, j'ai eu envie d'avancer un peu, de m'émanciper un peu de notre propre histoire pour avancer vers l'universel de l'enfance et de proposer ces 5 regards, c'est même pas des regards, parce que c'est 5 vies d'enfants, en effet d'univers très différents, touchés par des pathologies très différentes, avec des espérances de vie également différentes, mais qui ont en commun cet appétit de vie. Cet appétit qui, encore une fois, n'est pas de la boulimie, qui est très ajusté en fait. Ils font juste ce qu'ils ont à faire. Et je trouve que c'est très rassurant de les voir. Et c'est très rassurant aussi parce qu'on dit souvent que la souffrance d'un enfant rend le monde absurde. C'est Dostoïevski qui dit ça. Et tout à coup, on se dit, elle est absurde si on la voit avec notre regard d'adulte. Mais eux, ils l'intègrent dans une vie globale dans laquelle il reste les jeux, le rire et tout ce que l'enfance a de beau et tout ce que la vie a de beau. Et alors là, en octobre, vous sortez votre dernier livre, Consolation, qui en quelque sorte vient clore cette trilogie entamée avec Les Petits Pas et La Journée particulière.
et qui est vraiment un livre qui finalement fait le pont entre votre histoire unique, extraordinaire, et l'universalité de la souffrance que nous pouvons tous vivre à un moment de notre vie, et aussi de la consolation qui, selon vos mots, est le chemin qui relie les êtres, et que là aussi nous pouvons tous vivre à un moment ou à un autre. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Est-ce que c'est une demande qu'on vous a faite? Est-ce que c'est l'expérience de ce que vous avez vécu que vous aviez envie de transmettre? Quel était le moteur? J'avais pas prévu de faire une trilogie dans le sens, j'avance un livre après l'autre. En fait, il y a une maturité d'abord qui se fait au fil des années. De petits pas, j'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup partagé. Une journée particulière m'est apparue nécessaire. Il y avait une introspection un peu plus importante. Voilà. Et puis j'étais passée au roman. Et en juillet 2019, tout à coup, j'ai eu pas un déclic, mais une somme d'événements qui m'ont montré que la relation la plus belle et la plus compliquée qu'on pouvait avoir avec quelqu'un, c'était la consolation. Dans mon environnement proche, moi j'ai la chance d'avoir d'être très entourée, d'avoir une famille aimante, etc. Et même dans ce cadre-là, la consolation était compliquée. C'est difficile de s'approcher de quelqu'un qui souffre, on ne sait jamais quoi dire, on ne sait pas quoi faire, et souvent du coup on ne fait pas. Et ça engendre beaucoup de souffrance, et ça abîme une relation en fait, parce que je trouve que voilà, quand on peut pas pleurer avec quelqu'un, c'est difficile aussi de se réjouir avec cette personne. Et dans la foulée, plusieurs personnes m'ont dit, écoute, voilà, je me trouve confrontée à la souffrance d'amis, comment est-ce que je peux les accompagner? Et je leur ai dit, mais je suis pas experte. Et la réponse était non, t'es pas experte, mais tu sais quand même ce que c'est que de souffrir. Et j'ai réalisé qu'en effet, je sais pas si c'est une chance, mais que ce que je peux retirer de cette expérience, alors au-delà de l'intime que je vais garder pour moi, mais de cette expérience de vie avec mes filles, ce que j'ai le plus compris et ce qui m'a fait le plus grandir, c'est cette relation à l'autre et c'est cette consolation. Et j'ai eu envie de le partager, encore une fois, assez incarné dans notre histoire parce que je peux pas m'en détacher. C'est notre expérience et c'est pas un traité de philosophie ou de psychologie sur la consolation. C'est voilà ce que nous expérimentons et c'est un nous un peu général parce que j'inclus aussi beaucoup d'autres personnes qui m'ont confié leur parcours de vie. Voilà ce que nous expérimentons à travers la souffrance. Voilà aussi ce que nous expérimentons à travers la consolation parce que je me place autant dans la position de celle qui souffre que de celle qui a à consoler parce que c'est pas parce qu'on souffre qu'on n'a pas à consoler. Et j'ai vraiment compris, et là c'est vrai que en effet ça vient clore ce chemin des deux petits pas, c'est que tout à coup de notre histoire singulière de la mort de nos filles, qui heureusement est une histoire singulière, et qui n'est que la nôtre, quelques-uns la partagent, mais pas beaucoup, on rejoint l'universel de la souffrance. Et là, on est tous sur un pied d'égalité. Et que la souffrance soit engendrée par la mort d'un très proche, ou par une rupture, ou par un accident de la vie ou quoi que ce soit, la souffrance est la souffrance, et elle appelle toujours la même chose, c'est la consolation. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de hiérarchie, on pourrait croire qu'il y a une pyramide, et plus le drame est important, plus la personne est intouchable. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est ce que vous dites de la place de la mort dans notre société, de la difficulté du deuil qui est peut-être aggravée du fait que la mort fait tellement peur qu'on la fuit, et que c'est comme si elle n'existait pas, on n'en parle pas, alors qu'elle fait intrinsèquement partie de la vie, et qu'autrefois, je crois que c'est votre grand-mère qui avait porté le deuil, ça vous paraissait bizarre, mais elle disait « le noir parle pour moi », et c'est une façon de dire à la société ma peine, et j'ai pas besoin de le dire moi-même. Et vous n'aimez pas non plus cette expression « faire son deuil » comme s'il y avait un souci d'action, d'efficacité ou de succès. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une société où aujourd'hui on laisse pas assez de temps aux endeuillés, ou est-ce qu'on prend pas suffisamment soin des endeuillés? En fait, je pense que pour l'instant, mais les choses évoluent, et puis ce que nous venons de vivre aussi ces derniers mois questionne beaucoup notre rapport à la fragilité et à la mort. Pour l'instant, ce qui domine l'accompagnement, enfin, je parle pas des gens qui accompagnent les spécialistes ou des associations qui font un travail merveilleux, mais ce qui domine notre rapport instinctif à la mort et au deuil, c'est la peur. Très mauvaise conseillère et qui va nous amener dans des chemins tortueux dont on va pas se sortir grandi, quoi. Si on arrive tout d'un coup à recomprendre ou à réintégrer la mort dans notre vie, mais de façon apaisée, sans être morbide ou mortifère, de façon apaisée, mais comme les enfants dans les Mistral gagnants, dans le film que j'ai réalisé, il y a un petit garçon de 5 ans et demi qui est malade, qui est mort d'ailleurs, et qui dit « quand je serai grand,
non, quand je serai mort, je serai plus malade. Il le dit avec une simplicité totalement déconcertante qui nous scotche et il nous donne envie de dire mais tu peux pas dire un mot pareil. Et puis tout à coup on se dit mais stop, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de fuir cette réalité qui n'est pas un échec, c'est la mort. C'est même peut-être rassurant de savoir qu'on n'est pas immortel. Moi si on me dit que je suis immortel, ça me fatigue à l'avance. Enfin, je me dis la vie pour toujours, quel est le sens de la vie pour toujours? Je trouve que la mort aussi donne son sens à la vie. Mais il faut tout d'un coup se retrouver avec un sentiment apaisé face à ça. Mais apaisé, c'est tout. C'est pas en faire un sujet non plus le sujet principal de la vie. C'est juste l'intégrer dans la vie et être capable d'accueillir des gens qui pleurent et qui souffrent d'une mort. Très récemment, j'ai une amie qui a perdu sa grand-mère. Bon, c'est une grand-mère, c'est toujours très triste de perdre une grand-mère, mais c'est très attendu de perdre sa grand-mère. Et donc, on était quelques-uns quand elle a appris ça. Et donc, voilà, elle a dit, ma grand-mère est morte, elle s'est mise à pleurer. Et donc, on était 4-5. Et moi aussi, premier réflexe, on a tous regardé nos pieds, quoi. On a regardé nos pieds, on était hyper gênés par ces larmes, gênés par cette peine qui s'invitait dans notre conversation. Mais je me fais violence aussi pour consoler, parce que je sais la nécessité de s'approcher. Je me suis dit, lâche tes pieds, regarde pas tes chaussures, va la prendre dans tes bras, console-la. Et voilà, et on avait créé ce lien, et tout à coup, la mort de sa grand-mère n'était plus ni un tabou, ni quelque chose qui pouvait l'isoler de nous, de chacun de ce que nous étions, et donc de la société. Remettre la mort au cœur de la société, c'est permettre à tous ceux qui souffrent de trouver leur place instinctivement en disant « tu as ta place avec ta peine ». Vous racontez une anecdote, le souvenir d'une de vos amies qui m'a beaucoup marquée, où elle rentre après, je crois qu'elle a perdu sa maman, où elle rentre après un deuil et elle était proche de ses collègues et à la machine à café, quand elle arrive, tout le monde part en disant « Oh, j'ai du travail, etc. » Et vous parlez beaucoup de la solitude des gens qui souffrent, et vous citez Malraux qui dit « La pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne », d'où la nécessité de la compassion. Et vous dites que la compassion est pour vous l'un des plus beaux mots de la langue française, car il porte en lui le lien social. Donc, dans notre société, c'est une nécessité. Et compassion signifie souffrir avec. Mais comment peut-on souffrir avec l'autre quand il vit sa souffrance au plus profond de son intimité? Comment accéder à la souffrance de l'autre alors que même au sein d'un couple ou d'une famille qui vit un même deuil, c'est très difficile d'accéder à la solitude et à l'intimité? Mais c'est toute la difficulté de la souffrance, c'est que la souffrance, il n'y a rien de plus intime. Vous ne me rejoindrez jamais dans ma souffrance de mère. Jamais. Loïc, mon mari, qui a souffert la mort de nos 2 filles, ne me rejoindra pas dans ma souffrance et je ne le rejoindrai pas. C'est comme ça. Ça nous appartient, ça fait partie de ce que nous vivons intimement. Mais est-ce que compatir, c'est rejoindre l'autre dans sa souffrance? Est-ce que c'est aller au cœur de sa souffrance? Non, c'est souffrir avec lui. C'est être avec lui quand il souffre. Et c'est aussi souffrir de le voir souffrir. Enfin, c'est un partage c'est pas une communion de la souffrance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vécue ensemble, mais elle est vécue dans un temps partagé. C'est la compassion, c'est pas un sentiment, c'est une action. Ça, c'est important parce qu'on peut se dire souvent, j'éprouve de la compassion. On éprouve une empathie qui mène à la compassion. Mais la compassion, c'est toujours une action. C'est s'approcher de l'autre, quoi. La solitude de la souffrance, évidemment que il y a rien de pire, en fait. Il y a rien de pire parce que c'est ça, c'est tout d'un coup, on se sent au banc, on se dit, ma peine est telle que j'ai plus de place. Ma peine est telle qu'elle fait fuir comme le lépreux qui arrive avec sa cloche dans un village, quoi. Et c'est totalement désespérant. Alors qu'au contraire, dans ces moments de vulnérabilité, c'est quand on est fragile qu'on a besoin des autres. Quand on est fort, on n'a pas forcément besoin des autres. La société, elle s'agrège pour protéger les faibles, elle s'agrège pas pour que les forts soient encore plus forts. Et à partir du moment où elle est plus capable d'intégrer la souffrance, on a vraiment un problème au cœur même de la société qui est facile à résoudre parce que c'est une volonté individuelle, hein, c'est l'action de chacun. Comment est-ce que je fais quand je m'approche de quelqu'un qui souffre? Il n'y a pas de recette miracle et j'en suis très heureuse en fait. Parce que c'est pas une question d'application de normes ou de choses toutes écrites ou toutes faites qui nous... Voilà, c'est pas des formules de politesse, hein, la consolation. C'est vraiment, j'arrive le cœur ouvert pour accueillir un cœur qui pleure. J'arrive avec moi aussi ma fragilité. C'est compliqué pour moi de m'approcher de quelqu'un qui souffre. D'ailleurs, souvent on arrive en disant « je sais pas quoi dire ». Mais je trouve ça très beau d'arriver en disant « je sais pas quoi dire ». C'est aussi arriver un peu les mains ouvertes en disant accueille-moi tel que je suis et aide-moi aussi à t'aider, quoi. Oui. Et tout à coup, on n'est pas uniquement dans on n'est pas uniquement dans quelqu'un fort qui vient aider un faible ou un fragilisé.
On est dans deux personnes avec leur vulnérabilité qui essayent d'avancer ensemble et de se faire du bien et de se rendre la vie plus belle. Et alors, vous utilisez une très belle image pour parler de la consolation que vous filez tout au long du livre, c'est le pas de danse. Et en fait, plusieurs pas de danse, puisque je pense que chacun, en fonction de ce qu'il est, va en choisir un différent. Mais vous décrivez un peu comme des étapes, et en disant que le premier pas, c'est souvent le plus difficile, c'est justement s'approcher de l'autre, ouvrir son cœur. Et c'est pas tant trouver la bonne distance que la juste proximité. Et là, vous racontez un souvenir d'une infirmière, justement, qui s'était assise tout simplement à côté de vous en disant « je suis là ». Et vous parlez aussi de l'importance du silence et de la présence silencieuse, en disant que il y a la nécessité du silence de celui qui console pour pouvoir briser le silence de celui qui souffre. Et que la souffrance a besoin d'être dite, et que finalement le silence, cacher sa souffrance, ne va faire que l'approfondir. Et là, vous parlez de votre fils aîné, Gaspard. Je ne sais pas si vous voulez en parler là, mais de la façon dont finalement il a réussi à briser ce silence qui l'enferrait dans sa peine. Oui, c'est compliqué ces silences. C'est encore les grands paradoxes, mais la consolation, comme les grands rapports humains, est pleine de paradoxes. C'est-à-dire qu'il faut du silence et de la parole aussi. Mais souvent, on est inutilement bavard parce qu'on remplit un espace qui nous effraie, hein, ce silence qui nous effraie. Donc on se dit, il faut que je parle. Il faut dire parce que la parole dit la présence, c'est vrai, et dit aussi les sentiments, beaucoup. Mais il faut aussi laisser ce silence s'établir pour que l'autre puisse s'exprimer. C'est compliqué de dire sa souffrance, en fait. C'est compliqué parce que d'abord, on est empêtré dans la douleur, parce que souvent, on dit qu'il n'y a pas de mots. Il y a des mots, mais on n'a pas envie de les convoquer nécessairement. Parce qu'on se dit aussi qu'on va provoquer chez l'autre quelque chose qu'il va falloir assumer aussi. Et puis parce que c'est regarder en face une réalité que parfois on préfère enfouir. Ça a été très délicat et très compliqué pour Gaspard qui avait 15 ans à la mort d'Asilis, donc en pleine adolescence. Pour un garçon déjà un peu emmêlé dans ses sentiments, c'était encore plus compliqué. Il avait pris la décision de ne rien dire. Il venait d'arriver dans un lycée, il était en seconde, il arrivait avec une virginité par rapport à son histoire familiale. Personne, ou officiellement en tout cas, personne ne savait qu'il avait déjà perdu une sœur et qu'il avait une autre sœur malade. Et il s'en portait très bien, il avait envie d'être considéré entre guillemets comme les autres. Jusqu'au moment où Asilis meurt un matin, voilà, donc il quitte les cours sans rien dire, il revient une semaine plus tard sans rien dire, non seulement sans rien dire, mais avec l'injonction à ses professeurs de ne rien dire à personne. Et à nous aussi. Nous, on savait instinctivement que c'était pas une bonne solution, mais c'était la sienne. Et on voulait qu'il fasse, lui, le chemin pour réaliser à quel point cette parole est importante. Et jusqu'au moment où il a réalisé qu'en fait, il était en train de s'enfermer et de se couper des autres et du monde parce que il ne pouvait pas vivre en vérité ce qu'il ressentait. Il était toujours obligé de composer, de faire semblant, avec des copains qui, à 15 ans, évidemment, sont joyeux, font la fête et font les fous, etc. Et lui, il était accompagné en permanence de cette peine, dont il ne pouvait pas se libérer, parce qu'à 15 ans, ça envahit tout. Hein. C'est pas comme quand on est petit, où on arrive à le circonscrire. Là, ça envahit absolument tout. Et ses copains, ils disaient, mais qu'est-ce que t'as? En ce moment, t'es casse-pied, etc. Et lui, plus le temps passait, moins il pouvait le dire. Et il a réalisé l'important d'être en vérité avec ce que l'on vit et ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et de le dire, alors avec un moyen délicat, etc. Mais qu'il fallait qu'il soit dans cette vérité aussi pour que les autres puissent l'approcher tel qu'il était et puissent le consoler. Et il a fait l'expérience du coup de la beauté de la consolation, même quand on a 15 ans et que c'est juste un copain qui vous donne un petit coup de coude ou qui vous rabroue pour vous montrer qu'il est là, et de l'importance de ces mots finalement qu'on préfère enfouir et qu'on convoque difficilement, mais qui, comme un accouchement finalement, qui permet de libérer. Et alors un autre pas de cette danse de la consolation, ce serait aussi le geste, le toucher. Et vous décrivez le sentiment d'avoir été intouchable au moment de la mort de vos filles, beaucoup de présence autour de vous, mais que finalement, comme si personne n'osait vous approcher. Et vous parlez d'Amma, qui est cette sage indienne qui ne fait, j'allais dire mais accueillir dans son étreinte, partout dans le monde, les gens qui viennent juste être accueillis dans ses bras. Et c'est vrai que le toucher est vraiment un sens vital pour l'être humain dès la naissance, et qu'on n'ose pas
on n'ose pas trop s'approcher quand la souffrance est si forte. Ouais, Enfin, je le comprends, hein, je juge pas, parce que je comprends très bien que quand on s'approche de quelqu'un qui vient de perdre un être très cher, on n'ose pas toucher parce qu'on a peur de briser aussi, on voit une certaine fragilité chez l'autre, et comme un objet précieux dont on se dirait je peux le casser, ou il y a quelque chose de l'ordre du respect peut-être, mais il y a aussi une gêne. Et moi, je me rappelle très bien, c'était à la mort d'Asilis plus qu'à la mort de Thaïs, avoir le sentiment d'être... je me suis dit, est-ce que je suis entourée d'un barbelé qui empêche les autres de m'approcher, de me toucher en fait, vraiment de me prendre dans leurs bras, quoi. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Et j'avais même presque physiquement, moi, je m'étreignais moi-même. Enfin, vous savez, parce que aussi le toucher, c'est être vivant. On se touche, et c'est très important, hein, de sentir sa chair, de se sentir vivant. Et la chaleur de l'autre dans ces moments-là est absolument nécessaire. Donc je comprenais que les autres s'approchaient pas, mais j'avais envie de leur crier, mais je vous en supplie, prenez-moi dans les bras, quoi. Alors il y avait mon mari, bien sûr, qui lui me prenait dans les bras, mais il me prenait dans les bras avec toute sa peine à lui. Donc c'était pas un transfert de peine, il y avait une vraie consolation entre nous, mais j'avais aussi besoin de la consolation des autres. Et jusqu'à ce qu'une amie arrive et me serre dans les bras, une amie laquelle j'ai pas l'habitude d'être forcément très tactile. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça qui va me sauver, en fait. C'est ça qui nous sauve, c'est de se dire, cette enveloppe, cette façon, il y a de la chaleur, il y a de l'amour dans ce geste-là. Ce geste qu'on fait si instinctivement avec les enfants. Un enfant qui se fait mal, qu'on le connaisse ou pas, on le prend dans les bras, quoi. C'est impressionnant. Et on sait que c'est cette consolation, que c'est ces gestes-là qui va l'apaiser. Bien plus que de lui mettre un pansement ou quoi que ce soit. C'est le fait d'être enveloppé de cet amour. Parce que prendre dans les bras, c'est laisser l'autre rentrer dans son espace vital aussi, quoi. Ça veut dire, je t'accueille dans cet espace de tendresse dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir et déverser toute ta peine. Moi, j'ai été assez bouleversée par cette période de confinement qu'on vient de vivre, et de déconfinement encore pire, dans lequel on se touche plus. Oui. C'est compliqué. On se dit bonjour, on sait pas, et je trouve que ça éloigne un petit peu. Je trouve que, voilà, en plus, bon, peut-être que les Français, on est plus adeptes du baiser pour se dire bonjour, mais je trouve que ça crée une petite distance qu'il faut ensuite, un pas qu'il faut faire, un pas de plus. Ça tient à distance, en fait. Et toutes ces mises à distance, qu'ils soient physiques ou psychologiques, quand on souffre, c'est compliqué à gérer. Et voilà, il suffit d'une étreinte. Moi, je suis quand même émerveillée de voir que quand on souffre, il suffit de pas grand-chose. Pas pour être consolé à vie, mais pour être consolé, pour être apaisé, ou pour sécher les larmes à l'instant T, il suffit de pas grand-chose. De pas grand-chose, mais qui est répété, et qui, au bout d'un moment, permet de retrouver la paix. À propos des larmes, vous leur consacrez un très beau chapitre. Et vous racontez ce souvenir de votre grand-mère qui vous a dit après l'enterrement de Thaïs, je crois, « Ma chérie, j'espère que tu n'as pas pleuré ». Et vous montrez que justement, donc on apprenait autrefois à ne pas pleurer pour ne pas s'apitoyer, ne pas se montrer faible. Et au contraire, pour vous, c'est une grande force d'accepter de laisser couler ses larmes. Et qu'une simple larme peut aussi ouvrir à la consolation en cassant une carapace. Vous le décrivez chez votre mari, ça, voir quelqu'un pleurer, tout de suite ça ouvre le chemin entre les deux êtres. Vous dites que les larmes disent une peine qui a besoin d'être vécue, et que c'est une façon aussi de prendre soin de notre peine. Et finalement, c'est une bienveillance envers soi-même que de se laisser pleurer. Et qu'il ne faut pas nécessairement sécher les larmes, mais c'est souvent les laisser couler qui ouvrent à la consolation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que sur ces larmes est-ce que ce sont des moments qui permettent, de se laisser aller à sa peine pour ensuite repartir? Mais c'est très naturel de pleurer. Enfin, on pleure. On peut se pas toujours chez les adultes. Ouais. Plus chez les adultes. Mais rappelons-nous quand on était petits. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours déconcertant de voir un enfant arriver en pleurant à chaudes larmes, et très sincèrement. Enfin, il y en a qui font un peu du cinéma, mais en général, c'est très profond. Et puis, quand la peine est finie, ils sèchent leurs larmes, ils vont jouer, quoi. Mais ils ont pleuré, ils ont vécu pleinement leur peine sans retenir ces larmes qui coulent spontanément. Et puis on grandit, et puis ces larmes, elles nous embêtent, parce que ces larmes, elles disent notre peine et notre fragilité. Ces larmes, ce que je disais tout à l'heure avec cette amie qui avait perdu sa grand-mère, elles font regarder les pieds, elles mettent mal à l'aise. On n'est pas beau quand on pleure, hein. En général, on a le nez qui coule, on est rouge. Il y a quelque chose aussi qui nous défigure dans la peine. Et pourtant, elles disent tout ce que l'on est, je crois. Elles disent tout ce que l'on est, et surtout
elles disent parce que c'est un pas de danse, en effet, la consolation, parce que ce n'est pas à sens unique. Pleurer, c'est dire à l'autre, console-moi. C'est vraiment, c'est dire, voilà, je suis triste et j'ai besoin d'être consolée. J'ai pas forcément besoin qu'on sèche les larmes, en effet, parce qu'elles ont besoin d'être exprimées, mais j'ai besoin de toi pour vivre cette peine. Moi, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup, je pleure presque tout, et je pense que je pleurerai tous les jours de ma vie. Mais je le dis, il y a rien de terrifiant dans ce que je dis là. J'ai une peine tellement énorme que il y a toujours un moment dans la journée, ou presque tous les jours, où ça me submerge. Et ça peut être un détail, c'est croiser une femme qui porte le parfum à la fleur d'oranger qu'avait Asilis petite. Je m'arrête dans la rue et je suis un torrent de larmes. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que j'aime cette réflexion. Pleurer, c'est avoir confiance dans le monde. C'est-à-dire que si on est capable de pleurer, c'est qu'on a confiance dans le monde et dans la capacité qu'a le monde à accueillir notre peine et à la consoler. Moi, pleurer au milieu de la rue, en général, les gens me disent « Mais ma pauvre dame, qu'est-ce qui vous arrive ?» Enfin, pour ceux qui osent dire, je dis « Vous inquiétez pas, j'ai un moment compliqué à gérer, je vais le gérer, mais merci de vous être arrêté. » Mais c'est aussi se dire « Le monde est capable d'accepter cette peine, le monde est capable de regarder mes larmes, du coup, je peux pleurer. » Et je crois que c'est ce qui me fait le plus de bien, de pleurer. Enfin, je ne me force pas à pleurer, mais ça fait du bien et surtout ça fait du bien parce que je me dis à cet instant-là je suis triste et je vais le vivre comme il est avec de la tristesse, mais je vais faire comme un enfant. Quand je ne serai plus triste, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, j'arrêterai de pleurer et je serai à nouveau capable de profiter de la vie heureuse et de jouir de la vie avec une forme de légèreté aussi. Vous parlez aussi dans ce livre Consolation du rapport au temps et du temps long que nécessite la souffrance et la consolation dans une société très rapide. Et vous dites que dans l'épreuve, le temps est un allié autant qu'un faux frère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Oui, le temps va faire son œuvre quand même. Enfin, il n'y a pas de travail de deuil. Enfin, peut-être que les psychologues me contrediront, mais en tout cas, dans mon approche personnelle, je n'y vois pas ni un travail, ni une injonction, ni quoi que ce soit. Mais il se trouve que le temps fait les choses. Le temps efface beaucoup de choses, le temps adoucit. Alors, c'est assez contradictoire parce que la peine, par exemple, dans mon cas personnel, je ne souffre pas autant évidemment que dans les jours qui ont suivi la mort de mes filles, mais quand je souffre avec la même intensité. Je ne souffre pas toute la journée, mais le moment où je souffre, la résurgence des souvenirs m'amène exactement à la même peine qu'à l'instant dans les heures qui ont suivi leur mort. Donc c'est cette ambivalence du temps, en fait, qui passe parce que la vie est une succession d'instants, mais qui forme un temps quand même, un temps avec une mémoire qui va faiblir, etc. Et à la fois, c'est aussi un instant qui se répète et dans lequel on retrouve des choses absolument intactes. Et puis il y a ce temps aussi qui est douloureux, je trouve, qui est difficile et qui est aussi une acceptation, c'est l'oubli. C'est qu'il y a un moment, évidemment, les années passent. Moi, Thaïs est morte depuis 12 ans. Je mentirais en disant que je me rappelle absolument de tous les traits de son visage, de la petite fille qu'elle était. Non, j'ai des photos qui me rappellent, mais honnêtement, ma mémoire défaille, enfin, comme tout le monde. Et il y a une culpabilisation, parce que la première fois que j'ai réalisé que je me souvenais pas vraiment d'elle, je me suis dit, mais comment tu peux oublier le visage de ton enfant, quoi? Et puis, je me suis adoucie, je me suis apaisée en disant, c'est normal. En fait, c'est toujours lutter. Enfin, on est un peu des Don Quichotte, quoi. On lutte contre des moulins à vent, et ce qui engendre une douleur aussi, et ce qui nous empêche de trouver cette paix et de se dire, ben, c'est normal d'oublier, en fait. C'est normal. En revanche, ce que n'oublie pas, c'est les sentiments qu'on a éprouvés. Et ça, il n'y a pas de temps pour les sentiments. Dans un témoignage, vous aviez dit consentir à ce qui arrive à notre vie, c'est déjà agir. Et vous parlez beaucoup finalement du choix, en disant qu'on ne peut évidemment pas choisir les drames qui vont nous frapper, mais on peut toujours choisir d'accepter, et puis de tenir la barre dans la tempête et de rester maître à bord de notre vie. Mais est-ce que lorsqu'on est frappé de plein fouet par l'épreuve, est-ce qu'on a toujours le choix ou la capacité de choisir ? Non, on n'a pas toujours le choix. Enfin, ça serait... Enfin, de toute façon, j'aime pas les toujours et les jamais, oui. Parce que ça nous enferme en fait dans cette obligation. Puis si on n'y est pas, on se dit ben je suis pas normale et ça se passe pas comme ça devrait se passer. Je dis pas qu'on a toujours le choix, mais je pense qu'on a des petites marges de manœuvre.
On n'est pas tous dotés de la même façon. Je pense que évidemment, on arrive chacun avec des capacités, des aptitudes au bonheur, une histoire familiale, une enfance qui nous nourrit ou alourdit notre pas. Évidemment, on est construit de plein de choses. Mais je ne crois pas à la fatalité d'une vie qui s'abat sur nous et dans lequel on est juste un pantin désarticulé, malmené au gré du vent, quoi. Enfin, moi, cette vie-là, je trouve qu'elle n'a pas d'intérêt. C'est pas ça, la vie. Il y a des événements qui vont nous dépasser et dont on n'est pas maître. Et ça n'est pas un échec de ne pas en être maître. Être maître de sa vie, c'est pas tout gérer dans sa vie. C'est à certains moments se dire, est-ce que là, je suis capable de choisir le chemin? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a cet événement qui m'arrive dans la vie. Comment est-ce que je le vis? Et parfois, on n'est pas capable de le surmonter, mais peut-être que ça n'est qu'un instant. Voilà. Je pense aussi qu'on a souvent le sentiment, avec cette fatalité, que c'est justement pour toujours ou à jamais, qu'on sera triste pour toujours ou qu'on sera triste à jamais, et on se met dans une disposition d'esprit qui nous empêche de voir autre chose. Je le dis avec d'autant plus de simplicité que c'est ce que j'ai vécu à l'annonce de la maladie de Thaïs, où je me suis dit, ma fille, à partir d'aujourd'hui, tu seras plus jamais heureuse, quoi. Voilà. T'as mangé ton pain blanc, t'as été heureuse pendant 30 ans, t'as peut-être pas réalisé la chance que t'avais eue jusque-là, mais dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, ça ne peut pas être autrement. Tu vas voir mourir, enfin, à l'époque, je savais pas que ma deuxième fille était malade, mais tu vas voir mourir un de tes enfants, tu peux pas t'en remettre. Et je me suis condamnée au malheur, quoi. Enfin, je me suis privée du bonheur. Et puis, grâce à cette conception de la vie des enfants, de vivre l'un instant après l'autre, etc., j'ai réintégré tout à coup la possibilité d'être heureuse. Mais la possibilité qui n'est pas non plus une obligation. Je déteste l'injonction au bonheur. Je trouve que c'est aussi grave que la chape de plomb qui nous pèse sur la tête de nous dire « vous devez être heureux ». Non, on ne doit pas être heureux. Et être heureux, c'est pas un but ni quoi que ce soit. Mais on peut se poser la question, là j'ai quelque chose d'heureux qui se présente, est-ce que je suis capable de le vivre de façon heureuse, ou est-ce que la peine est trop lourde et que je ne serai pas capable de le vivre? Et c'est pas grave. Et si on se dit, non, je peux pas aller à l'anniversaire d'un tel, parce qu'aujourd'hui je suis trop triste, et ben c'est aussi s'accepter tel que l'on est, et avec beaucoup de bienveillance considérer notre fragilité, ce qui nous permet d'être plus forts après. Et le bonheur, ou en tout cas la joie, est très présente dans chacun de vos livres. Et vous dites qu'on dissocie trop souvent la peine et la joie. Justement, à partir du moment où on a vécu tant de choses, on ne peut plus jamais être heureux. Et que vivre la peine, c'est aussi la seule façon de vivre la joie pour les faire cohabiter. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais de la nécessité de mêler gravité et légèreté pour pouvoir avancer, que pour vous, ça a été le seul moyen de survivre, en fait. Ah oui, ça a été très important, enfin, un des moyens, parce qu'en fait, on compose avec beaucoup de choses. Oui, ça a été très important, c'est-à-dire que soit je définissais ma vie par la maladie et je tomberais dans une gravité dont je ne me serais pas relevée, je pense que je ne serais pas là, hein. Très concrètement, je ne vois pas comment on peut survivre à la mort de 2 enfants si on ne voit plus que ça dans la vie. Soit j'aurais pu fuir dans une futilité, une légèreté, une espèce de tourbillon de la vie pour ne pas regarder cette réalité que je trouvais insoutenable. Mais la vie, c'est un mélange des deux, finalement. C'est autant de gravité que de légèreté. Et c'est d'être, de composer avec les deux sans culpabilité, en fait. On culpabilise souvent, hein, je trouve, quand on réagit. On se dit souvent, je devrais faire comme ci ou j'aurais dû faire comme ça. Enfin, on nous le dit aussi souvent. Moi, par exemple, c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai toujours les ongles vernis. Toujours, non, pas toujours, mais la plupart du temps, j'ai les ongles vernis. Ça paraît anodin, voilà, c'est une forme de coquetterie. Je vois que vous aussi, vous avez les ongles vernis. Vous n'avez pas les ongles vernis pour la même raison que moi. Mes ongles vernis, c'est mon acte de résistance. C'est-à-dire qu'un jour, au cœur de la maladie des filles, où c'était vraiment la tempête à la maison, où je m'étais évidemment laissée aller parce que ça n'était pas ma priorité. Je ne pouvais pas imaginer que prendre soin de moi au moment où mes 2 filles étaient si gravement malades était important, ou avait même sa place. J'aurais trouvé ça déplacé de prendre soin de moi. Et donc, je me laissais aller à plein d'égards, ce qui entraînait aussi une forme de dépression et de mal-être. Et puis, un jour, en rentrant dans la salle de bain, j'ai retrouvé un pot de vernis. Et je me suis fait mon vernis de façon pâteuse, immonde, ça dépassait de tous les côtés. Mais je suis sortie avec un sentiment de victoire, avec toujours la même tête fracassée, fatiguée, etc. Mais j'avais les ongles vernis et je retrouvais une espèce de goût à la vie et de me dire, cette futilité, cette légèreté, si on peut, elle a sa place aussi dans la gravité, dans les moments difficiles. Et c'était aussi une façon de le dire aux autres, de dire, je reste concernée par tout ce qui vous concerne vous aussi, qui fait les petites joies du quotidien.
J'en ai besoin aussi pour vivre la difficulté et la gravité de ce que j'ai à traverser. Vous écrivez dans Consolation que vous n'aimez pas beaucoup le concept aujourd'hui très galvaudé de résilience parce qu'il impliquerait que finalement, après un processus de deuil avec des étapes bien définies, on se retrouverait soi-même à l'identique. Or, des psychologues comme Christophe Fauré, par exemple, que j'avais rencontré, disent que la résilience, en fait, c'est se remettre en marche tout en étant changé à jamais, j'emploie le mot jamais, mais les cicatrices ne se referment jamais tout à fait, mais que finalement, on en ressort différent, parfois grandi. Et vous utilisez la très belle image du kintsugi japonais pour représenter cette reconstruction, mais avec les failles qui restent apparentes, mais qui peuvent aussi embellir. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette image? Oui, alors j'aime beaucoup la résilience, en effet, telle que Christophe Fauré la présente et la propose, en effet. Mais c'est souvent quelque chose de très galvaudé et qui est quand même, dans l'esprit, une volonté d'un retour à l'identique. Retour à la vie normale, à la vie... Bon, en ce moment, on est en plein dedans, la vie normale ou pas la vie normale. Retour, c'est très rassurant de se dire qu'on reviendra comme tout était avant, mais rien ne reviendra jamais. Mais non pas parce que c'est tellement épouvantable que ça a tout bouleversé, mais c'est parce que la vie est un perpétuel mouvement et qu'on a intérêt... Enfin, l'homme est fait pour toujours avancer. Et pour avancer avec aussi toutes ces fractures et toutes ces difficultés et toutes ces épreuves qu'il va vivre. Alors, est-ce qu'on avance? On avance peut-être encore un peu en boitant, ça c'est certain. On avance différemment. Le pas est peut-être plus lourd ou au contraire, le pas est plus léger parce qu'on en mesure la beauté. Mais quoi qu'il arrive, une épreuve ne peut pas nous laisser à l'identique et ne doit pas nous laisser à l'identique. Elle nous fait avancer. Alors, il y a la possibilité de se dire, comme dans ces magnifiques arts japonais, que nos blessures peuvent nous embellir. Nos blessures révèlent aussi certainement nos fragilités, mais beaucoup nos forces aussi, à partir du moment où on est capable de les laisser s'épanouir, de les accepter et de voir que dans l'environnement, ces forces, enfin, cette fragilité peut devenir une force. Et je trouve que on devient certainement un vase cassé, mais dont les failles ont été recollées à l'or de la consolation. Mais là, il y a un travail évidemment personnel, il y a un chemin personnel, mais il y a l'importance de l'autre, l'importance de la présence de l'autre, d'où la consolation. La consolation, on peut se consoler, je pense, on peut s'apporter une paix. La consolation, c'est la paix, c'est retrouver une paix. On peut soi-même, mais la consolation, c'est un rapport à l'autre. C'est ce lien qui nous unit. Il y a rien. Moi, j'ai jamais rien vécu de plus intime et de plus fort que la consolation. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être, bon, mes failles, elles sont apparentes quand même, hein, elles le seront toujours, mais ce qui me permet aujourd'hui de me sentir debout avec ces épreuves que j'ai traversées, c'est parce que j'ai été consolée. Si je n'avais pas été consolée, je ne serais pas debout, je serais un vase brisé. Pour conclure, je voulais juste évoquer l'association que vous avez fondée en 2018, Ce qui compte vraiment, qui organise des colloques pour les jeunes en invitant des personnalités inspirantes ou qui ont vécu justement une brisure et une reconstruction dans leur vie. Pour finalement faire réfléchir les jeunes, je pense au sens de la vie, puisque vous dites que ça ne sert à rien de chercher le sens de l'épreuve, mais peut-être que réfléchir au sens de la vie, ça peut aider à avancer. Et je voulais simplement vous demander, en quelques mots, pour vous, qu'est-ce qui compte vraiment? Je crois que pour moi, ce qui compte vraiment, ça évolue d'ailleurs, d'abord, c'est pas toujours la même chose. Ce qui compte vraiment, je crois que c'est de vivre sa vie, de vivre sa propre vie, celle qui nous est donnée de vivre. Alors évidemment, ce qui compte vraiment, ce dont nous avons tous besoin, c'est de l'amour, mais de se dire que je suis ajustée à ma vie, c'est la plus belle façon d'avancer sur son chemin. Voilà. De ne pas avoir envie de vivre ni celle de l'autre, ni celle d'avant, ni quoi que ce soit, et de se dire que dans cette vie, on est les capitaines. Voilà. Merci Anne Dauphine. Merci.